des plus tragiques des faits divers de ces dernières années. L'affaire du pain qui rend fou. La paisible petite ville de Pont-Saint-Esprit a été la proie de ce mal inexplicable qui a frappé plus de 200 personnes. Des crises de folie hallucinatoires dues à la présence dans le pain de l'ergotine, le poison des céréales, ont fait plusieurs morts. La vente du pain a été aussitôt interdite. « 16 août 1951. Un vent de folie souffle sur le village de Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Des dizaines d'habitants sont pris de crises de démence. La presse décrit des hommes terrorisés par des serpents qui leur fourmillent dans l'estomac. Un médecin évoquera la soirée du 25 août où des dizaines d'habitants sont pris de convulsions, comme la nuit de l'apocalypse. Les témoignages des victimes sont terrifiants. Je suis resté exactement 21 jours sans dormir. Absolument impossible de fermer l'œil, malgré tous les calmants et somnifères que le médecin a pu m'administrer. Alors il est évident, quand on reste 21 nuits sans dormir, l'esprit travaille. Et ma jeune fille avait des crises terribles d'hallucination, se dressant sur son lit, voyant le sang qui tombait du plafond de partout, voyant des tigres qui bondissaient dessus, des lions, des ours qui venaient la dévorer. Et alors à ce moment-là, criant évidemment, poussant des cris terribles, des cheveux qui lui sortaient de la bouche. Elle avait toujours l'impression qu'elle avait sa bouche pleine de cheveux. Elle s'arrachait comme ça, n'est-ce pas, pour éliminer ses cheveux, qu'elle n'y arrivait pas. Et vous vous souvenez de quelque chose, mademoiselle? Non, rien du tout, monsieur. À Pont-Saint-Esprit, on appelle ça le drame du pain maudit. Car les malades ont tous mangé le pain de la boulangerie Brillant. C'est la première fois en France qu'un village entier devient fou. La presse fait ses gros titres et s'interroge sur les raisons de cette hallucination collective. À Pont-Saint-Esprit, c'est la panique. On se rue désormais sur les biscottes. Rapidement, les corbillards se succèdent dans la bourgade. On comptera 7 morts, 300 personnes intoxiquées et une 50aine internées en psychiatrie. « 300 personnes intoxiquées. Ah oui, oh là là là. Ça me rappelle un triste souvenir, très triste. Il y a des gens qui étaient un peu, oui, ils étaient plus dans leur assiette, hein, ils savaient plus trop où ils habitaient. Hein. Des gens qui sautaient de leurs fenêtres, là, bref. Oui. Je crois bien que c'était le pauvre Puche qui avait dit ça. Bien sûr, il en est mort, hein. Il s'était mis sur le bord de la fenêtre. Il dit, regardez les gars, je suis une libellule. Oui, je crois qu'il a dit libellule, il n'a pas dit hirondelle. Je suis une libellule. Je vole. Ils étaient vraiment fous. Ils voyaient que du feu. Ils voyaient que du feu, que du feu. Il y en a qui se battaient, qui s'envoyaient des gifles. Voilà, ça, je me souviens que c'était vrai. Hein. Ils se débattaient tant qu'ils pouvaient. Ils criaient. Oh non, c'est une horreur. C'est une horreur. Alors qu'on enterre les premiers défunts, les enquêteurs pensent aussitôt à un retour du mal des ardents, une maladie qui a causé des dizaines de milliers de morts au Moyen-Âge. Elle est due à l'ergot de seigle, un champignon parasite qui s'attaque aux céréales. On accuse le boulanger d'empoisonnement, puis le meunier. Arrêtés et incarcérés, ils sont relâchés au bout de quelques mois. Ils disent que les enquêteurs leur ont extorqué des aveux sous la contrainte et surtout, les expertises les innocentes. On pense alors à une intoxication due à l'eau, au mercure, aux engrais ou à une usine à gaz toute proche. Mais les expertises démontent une à une les hypothèses. Dès lors, à Pont-Saint-Esprit, bruissent les théories les plus folles. C'était la guerre froide à l'époque. Hein. Les coups bas, il devait y en avoir. Hein. Entre l'Amérique et la Russie, je pense que l'URSS. Non, la sorcellerie, moi je pense pas. Non, non, non. Le coup du sac de farine posé sur un sac d'engrais. Ça aurait très bien pu être arrivé, ça.
Il y avait un commis là. Et c'était quelqu'un qui était pas trop... Il avait fait d'un pont et de partout un peu de... Moi, qui le connaissais bien, j'ai toujours pensé que ça pouvait être que de lui. Le produit a été mis chez le boulanger. Je dis non, c'est pas le boulanger qui l'a mis. Chez le boulanger, il faut que quelqu'un l'ait mis. Ah, il faudrait savoir qui. Donc c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est pas clair. Pas du tout. Rien n'est clair. Et pendant des décennies, les raisons du drame resteront inexpliquées. Mais contre toute attente, 60 ans plus tard, une nouvelle théorie voit le jour. Elle ne vient pas de France, mais des États-Unis. Un chercheur américain, Hank Albarelli, spécialiste des services secrets, enquête sur la mort suspecte d'un biochimiste de la CIA, Frank Olson. Spécialiste des armes chimiques, cet homme multiplie les expériences sur les drogues dures, comme le LSD. Il s'est d'ailleurs rendu en France quelques mois avant le drame de Pont-Saint-Esprit. Par la suite, il ne cessera de sombrer dans la dépression, répétant à sa femme qu'il avait commis une terrible erreur. Hank Albarelli fait alors le lien avec le drame de Pont-Saint-Esprit. Et s'il s'agissait de la pulvérisation de LSD sur le pain par la CIA et l'armée américaine? Je n'ai aucun doute sur le fait que Pont-Saint-Esprit ait été une opération secrète de l'armée américaine. Au début, j'avais des doutes, et je pense que ces doutes étaient dus au fait qu'au fond de moi-même, j'espérais secrètement que ce ne soit pas une expérimentation. C'était dur d'imaginer que mon propre gouvernement puisse en arriver là. Mais dans le même temps, j'enquêtais sur plusieurs pistes dans le cadre de mon livre et je me rendais compte, peu à peu, de ce que le gouvernement et l'armée américaine étaient capables de faire. Ma naïveté commençait à s'estomper sérieusement. Est-il possible que les Américains aient drogué un village entier dans un pays allié, provoquant sans doute involontairement la mort de 7 habitants? Improbable, et pourtant. Pour comprendre ce qui s'est passé à Pont-Saint-Esprit, il faut revenir à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans les camps, on découvre l'ampleur des monstruosités commises par les nazis. Il y a notamment des expérimentations insoutenables, pratiquées sur des milliers de prisonniers par des chimistes ou des médecins. Des hommes lacérés, empoisonnés, écorchés vifs, irradiés. Les Alliés traquent les criminels de guerre du régime hitlérien. En 1946, à Nuremberg, débute le procès des médecins. Ils jugent 22 hommes et une femme qui ont commis des expérimentations sur des êtres humains, transformés en rats de laboratoire. Ce procès se veut exemplaire. 7 accusés sont condamnés à mort, 11 à des peines de prison et 5 acquittés. Les Américains rédigent pour l'occasion le Code de Nuremberg, un modèle du genre qui impose des règles strictes aux expérimentations sur les humains. Il dit notamment: le consentement volontaire du sujet est absolument essentiel. L'expérience doit être conduite de façon telle que soit évitée toute souffrance et toute atteinte physique et mentale non nécessaire. Alors que l'encre des procès de Nuremberg sèche encore, le cynisme des vainqueurs est sans limite. Les services secrets américains montent l'opération Paperclip.
Près de 1500 scientifiques allemands, et parmi eux des criminels de guerre, sont exfiltrés vers l'Amérique. On leur offre une nouvelle vie en échange de leur savoir et leur collaboration. C'était un jeu de dupes, de propagande, dans lequel les Américains se sont lancés. C'était presque un procès pour la forme. On traînait les nazis en justice, mais en même temps, derrière le rideau, on faisait nous-mêmes des choses atroces. On prenait des gens dans les prisons, des miséreux, des gens qu'on appelait alors des demeurés ou qu'on enfermait dans les hôpitaux, par exemple. Et si vous vous trouviez dans l'une de ces fameuses institutions, que vous étiez pauvre ou une femme seule ou que vous aviez une forme de déficience mentale, il y avait pas mal de chances pour que vous soyez embrigadé dans une forme ou une autre de protocole médical, que ce soit pour le compte du gouvernement ou pas, et où on faisait ce qu'on voulait de vous. Épaulés par les scientifiques allemands, les Américains se lancent dans une folle poursuite, celle de l'arme absolue. Et au nom de la guerre froide, tout est permis. D'un côté, il y a l'armée. Pour elle, la priorité est de gagner la course à l'arme nucléaire. Alors, pour tester les effets des irradiations à grande échelle, elle utilise ses propres soldats, car ils sont dociles et disciplinés. De 1946 jusqu'à 1962, entre 250 000 et 500 000 d'entre eux seront irradiés sur l'atoll de Bikini ou dans le désert du Nevada. On expose des militaires sans aucune protection, étrangers aux risques qu'ils encourent. Et c'est à coups de balai que l'on nettoie les particules irradiées. Ces images servent de propagande à une armée qui veut afficher sa toute-puissance technologique. How about radiation? Do you think there's much danger from radiation? Well, radiation is the least of the worries that the men are thinking about. I think most people thought that radiation was the greatest danger, didn't they? What did they learn? We were, prior to our instructions here, we received a very thorough briefing before we even came in this close to contact with it. De l'autre côté, il y a la CIA. Celle-ci est surtout intéressée par la manipulation mentale. Son objectif, créer un sérum de vérité infaillible, effacer la mémoire, robotiser des humains et les programmer pour tuer. Cela tombe bien, car en 1948, un chercheur des laboratoires Sandoz, Albert Hofmann, découvre une molécule qui met en ébullition les services secrets. Le diéthylamide de l'acide lysergique, ou LSD. C'est un dérivé de l'ergot de seigle, ce même parasite qu'on a longtemps tenu pour responsable du drame de Pont-Saint-Esprit. On pense alors que les effets hallucinatoires de cette drogue sont la clé de la manipulation mentale. Craignant que les Soviétiques ne mettent la main sur les échantillons de Sandoz, les Américains achètent tout le stock. La découverte du LSD est aussi une aubaine pour l'armée, car en marge du nucléaire, elle cherche une arme qui permette de soumettre un ennemi sans tirer un coup de feu. L'homme qui sera longtemps à la tête de ce programme, c'est James Ketchum, ici en uniforme. C'est un psychiatre qui travaille désormais pour les militaires. En bon patriote, il est prêt à aller très loin dans ses recherches. Il teste donc une trentaine de drogues, mais surtout le LSD et le redoutable benzylate. 7000 soldats vont passer entre ses mains. Des centaines d'entre eux ont attaqué l'armée en justice en raison des effets secondaires qu'ils ressentent encore et qu'ils attribuent à ces drogues. Quoique mis en examen, James Ketchum voit les choses autrement. Je pense que c'était des vrais patriotes, et on ne les a pas assez remerciés pour ça. On les a traités de rats de laboratoire innocents, mais ce n'était pas du tout ça. Ils savaient ce qu'on allait faire, et on les prévenait autant qu'on pouvait. Il ne fallait pas qu'on dévoile le nom des drogues, car certaines étaient faites de façon artificielle. Et si on donnait le nom, ça aurait permis de donner leurs composants.
On avait peur que les Soviétiques les découvrent, car ils nous espionnaient. On pensait qu'ils étaient en avance sur nous, mais en fait, ce n'était pas le cas. Alors ils nous pistaient pour voir ce qu'ils pouvaient apprendre de ce qu'on faisait. Ils ont d'ailleurs développé les mêmes drogues par la suite. James Ketchum n'aime pas ce type de vidéo, car il estime qu'elle prête à confusion. Il veut convaincre que les produits étaient plus festifs que dangereux, et préfère des images comme celle de ce soldat sous LSD. Il met aussi en avant la vidéo de ces volontaires à qui on a administré des doses minimes de LSD. Quelques minutes plus tard, ils sont incapables de répondre à des ordres simples. Incapables aussi de réaliser des exercices basiques. En parallèle de l'armée, la CIA développe aussi ses propres programmes. Nom de code, Bluebird, Artichoke, puis plus tard MK Ultra. Mais pour lancer des expériences à grande échelle, il faut des fonds. En 1950, la guerre de Corée sert de prétexte idéal. Des soldats américains sont faits prisonniers. Pendant leur détention, certains pilotes avouent avoir bombardé la Corée avec des armes chimiques, ce qui est interdit. Les Américains crient à la manipulation. La CIA profite de l'aubaine pour obtenir des budgets lui permettant de travailler sur le lavage de cerveau. Pendant la guerre en Corée, les pilotes américains qui étaient capturés ont apparemment commencé à faire de faux aveux sur la guerre chimique. La première question, c'est, était-ce vraiment de faux aveux? Quand on les a ramenés aux États-Unis, les psychiatres militaires les ont débriefés et ont déclaré que ces Américains avaient été victimes de manipulation mentale et que pour des raisons défensives uniquement, il fallait nous y mettre aussi. C'est ainsi qu'on a pu déclencher le projet MK Ultra, et avant ça, il y avait Bluebird et Artichoke. Les raisons étaient soi-disant pour se défendre face aux communistes. Le seul souci, c'est que la guerre de Corée a commencé en juin 1950, mais l'opération Bluebird a été signée par le chef de la CIA en avril 1950. La course est lancée et il n'y a plus de limite. On inocule des drogues dévastatrices aux animaux, mais ce sont surtout les humains qui intéressent les scientifiques. Dans le camp d'Edgewood, où James Ketchum a travaillé, les soldats sont de plus en plus sollicités. Ceux-ci pensent tester des masques à gaz. En réalité, les recharges sont remplies d'un produit toxique. Ils testaient toute une gamme de drogues hallucinogènes, comme le LSD, la marijuana ou des produits comme ça. Mais ils en ont profité pour faire des recherches sur d'autres drogues à haute dose, comme l'atropine, la scopolamine ou le benzylate. Des drogues très puissantes. Au bout d'un moment, beaucoup de ces soldats n'étaient plus bons à rien et les médecins ne pouvaient plus poursuivre leurs tests car il s'agissait d'un laboratoire aux capacités limitées. En d'autres termes, ils devaient trouver de nouveaux terrains d'expérimentation. C'est dans ce contexte de guerre froide et de coups bas barbouzards que le 16 août 1951 survient la tragédie de Pont-Saint-Esprit. La France est en disette économique et les Américains se méfient de cet allié ingérable. Le village est alors aux mains des socialistes. Aux yeux de l'Amérique, ce sont les rouges. Ils sont l'avant-garde du péril soviétique. Mais Roger Castillon, le maire, ne croit pas au complot venu de l'étranger.
Ce que j'ai du mal à imaginer, c'est pourquoi Pont Saint-Esprit serait devenu le terreau expérimental de la CIA, voilà, quoi. Quelqu'un qui fait quelque chose, il le fait pour une raison, quoi. Donc, c'est ça que je ne perçois pas bien. Donc, je vois pas bien pourquoi la CIA serait derrière cet événement-là. Mais les experts américains comme Colin Ross sont beaucoup plus terre-à-terre. Il est évident que cette substance ne tombait pas du ciel. Ce n'était pas dû à une catastrophe naturelle. C'était quelque chose d'organisé, placé volontairement, de contrôlé. Donc, que ce soit du LSD ou quelque chose d'autre, ça ne change rien sur le fond. Ce qui s'est passé à Pont-Saint-Esprit n'est pas un phénomène qui s'est déroulé une seule fois dans un petit village français. C'est dans la lignée d'autres expérimentations qui ont eu lieu sur des citoyens des États-Unis et pour lesquels il existe des documents incontestables. Pour arriver à leur fin, les Américains auraient-ils été prêts à prendre une ville entière pour laboratoire? Après tout, il s'agit de civils et non de soldats disciplinés. En septembre 1950, près d'un an avant Pont-Saint-Esprit, c'est pourtant ce qu'ils ont fait, et sur leur propre territoire. Au large de San Francisco, la marine américaine réalise des manœuvres militaires. Un navire s'approche de la rive et bombarde la ville d'une bactérie qui provoque des infections nosocomiales, la Serratia marcescens. Les militaires testent les effets d'une pulvérisation par la voie des airs. Cette carte, classée secret défense, montre l'ampleur de la zone ciblée. Au moins 11 personnes sont hospitalisées. L'une meurt de pneumonie. Il s'agit de faits incontestables. Les documents officiels sur cette expérience ont été déclassifiés. Mais à Pont-Saint-Esprit, la population reste sceptique. On leur a servi tellement de théories différentes qu'un complot fomenté par les Américains semble irréel. Alors là, hein. Là, je crois personne, là. Hein. Non. Alors, il serait pas venu avec un dé à coudre à Pont-Saint-Esprit à mettre un poison ici. Et ça nous aurait foutu de la France entière, les Américains, alors. Hein? À t'en faire. Mon humble avis, c'est une blague encore inadmissible. Parce qu'on fait quelque chose bien ou on ne le fait pas, hein. Les habitants du village se demandent aussi pourquoi une drogue réputée festive et adulée par les hippies aurait eu des effets aussi terrifiants chez eux. James Ketchum, le psychiatre militaire devenu grand spécialiste du LSD, reconnaît un peu à contre-cœur que cette drogue est effrayante pour ceux qui en prennent à leur insu. Certaines personnes pouvaient avoir un mauvais trip si on leur donnait du LSD à leur insu. C'est très anxiogène ce genre de drogue. Ceux qui n'avaient jamais essayé, ou ceux qui étaient un peu fragiles, avec une bonne dose de LSD, ils pouvaient avoir un mauvais trip. Comment vous vous sentiriez si on vous donnait une tasse de café et que vous voyez soudain les choses se déformer, le plafond se remplir de couleurs, ou si vous sortiez subitement de votre corps et de vous voir de là-haut? Ce sont des choses qui arrivent avec le LSD. Mais ces effets peuvent-ils aussi se prolonger dans le temps? À Pont-Saint-Esprit, les anciens se souviennent de la nuit de l'Apocalypse, où des dizaines de forcenés ont dû être internés en raison de visions terrifiantes. Cette fameuse nuit a eu lieu près de 2 semaines après l'ingestion du pain maudit. Mais là aussi, James Ketchum admet que c'est possible. Certaines personnes avaient des effets bien plus tard. Ils se retrouvaient dans le même état qu'au moment où ils avaient pris le LSD et ressentaient un flux de sensations similaires et des poussées d'anxiété. En 1951, les enquêteurs français pensent d'ailleurs au LSD
et font appel à Albert Hofmann, l'inventeur de la drogue. Sur place, celui-ci déclare aux enquêteurs qu'il ne doute pas que les hallucinations sont dues au LSD. Mais de retour en Suisse, Hofmann bredouille qu'il s'est trompé. Les Français veulent alors des explications, mais des documents des autorités sanitaires datant de 1951 montrent que l'expert devient subitement injoignable. Nous ne pouvons que regretter que l'éminent professeur n'ait pas eu l'occasion de rentrer en relation avec nous. Je pense que si les scientifiques de Sandoz affirment soudain que ce n'est plus du LSD, c'est juste pour dissimuler qu'on peut être sûr à 100% que ce LSD provenait de chez eux. Sandoz était alors les seuls à en avoir. C'est de l'intox tout ça. Après des mois d'enquête, les Français sont tellement désorientés par l'accumulation de pistes qui ne mènent nulle part que l'affaire de Pont-Saint-Esprit se noie peu à peu dans son propre mystère. Pendant ce temps, aux États-Unis, les expérimentations continuent. Et elles vont prendre une ampleur jamais atteinte dans aucun pays, y compris le bloc soviétique. Des populations entières font les frais de tests à grande échelle. En voici quelques exemples. Ici aussi, il s'agit de cas indiscutables, reconnus par l'Amérique. En 1953, on injecte de l'iode radioactive à des nouveau-nés et des mères enceintes à l'université de l'Iowa ou encore celle du Nebraska. En 1955, la CIA pulvérise la bactérie de la coqueluche au large de Tampa. 12 morts, des dizaines de malades. En 1955 toujours, la CIA enrôle des prostituées à San Francisco, ouvre 2 maisons de passe et teste des drogues sur les clients. Les ébats sont filmés à travers un miroir sans teint. En 1956, l'armée lâche des millions de moustiques infestés de la fièvre jaune et de la dengue sur les villes de Savannah et Avon. Plusieurs morts et des centaines de personnes infectées. En 1960, à Cincinnati, l'armée finance un programme d'irradiation sur 90 indigents ou malades au sein de l'hôpital universitaire de la ville. Certains décèdent au bout de quelques semaines. En 1966, l'armée teste un virus dans le métro de New York, puis celui de Chicago. Les bactéries sont dissimulées dans des ampoules électriques. On veut étudier la propagation d'agents chimiques en grandeur nature. Pour ces expériences, l'armée ou la CIA finance des laboratoires dans les universités les plus prestigieuses, Yale, Stanford, Harvard ou Columbia. Elles y sont toutes. Glorifiées par l'idée de travailler pour la défense de la nation, les chercheurs deviennent fous. Le docteur Kleitman, à Philadelphie, a augmenté 468 fois les doses, à tel point que cela a effrayé les biochimistes qui ne comprenaient pas qu'un docteur aussi respectable puisse faire ça. À Washington, Walter Freeman, un spécialiste de la lobotomie très réputé, voyageait à travers le pays et faisait des lobotomies jusque dans sa camionnette. Il utilisait un pic à glace et en faisait jusqu'à 15 à 20 par jour. C'était juste incroyable ce que les médecins ont fait et pratiquement personne dans le monde médical ne les a dénoncés. C'était vraiment une position criminelle et cela montre à quel point le monde médical était plus intéressé à se protéger plutôt qu'à se soucier de leurs cobayes ou de leurs patients. Ces médecins sont allés bien trop loin et ont fait des choses qui sont tout simplement inconcevables de nos jours. Pour crier son indignation, Allen Hornblum a écrit une demi-douzaine de livres. C'est un ancien gardien de la prison de Holmesburg, en Pennsylvanie. Dès le premier jour de son intégration, il y a plus de 40 ans, il a un choc terrible.
J'étais sidéré de voir des dizaines de détenus torse nu, le corps couvert de bandages et de pansements, et je n'arrivais pas à croire que j'allais travailler dans un milieu d'une telle violence. Tous les prisonniers semblaient s'être battus au couteau lors d'une émeute. On lui explique que ce n'est pas en raison de la violence, mais des expérimentations qui y sont menées. Allen sera le premier à dénoncer ce scandale et en perdra son travail. C'était sans doute la plus grande usine à cobayes humains des États-Unis et probablement du monde. De 1951 à 1974, plus de gens ont été enrôlés dans le cadre d'expérimentations de plus en plus nombreuses que dans n'importe quel endroit du monde. Drogue, virus, cellules cancéreuses, plutonium, gaz sarin. Les produits les plus toxiques sont testés à Holmesburg, mais aussi dans des dizaines de prisons à travers le pays. Pour dénoncer ces expérimentations, Allen Hornblum va retrouver d'anciens détenus, comme Youssef. En 1961, cet homme est incarcéré pour vente de marijuana. Il est pauvre, peu éduqué. On lui propose de participer à des tests pour $1 par jour. Depuis, Youssef a dû être opéré du tube digestif. Il a le foie malade, la peau ravagée et ne peut plus travailler. Son premier test, ce sera sur un bain moussant pour le compte de l'entreprise Johnson & Johnson. Ils ont pris de l'adhésif et l'ont appliqué plusieurs fois sur mon dos, jusqu'à ce que les premières couches de peau disparaissent.